Rolex, ce n'est plus seulement une marque, c'est devenu un véritable phénomène financier. Franchement, on ne parle plus tellement d'horlogerie, mais plutôt d'un actif, un coffre-fort qu'on porte au poignet en quelque sorte. On va décortiquer ensemble comment une simple montre est devenue l'un des investissements les plus sûrs au monde. Mais tout part d'un constat, d'une frustration même, une énigme que tout amateur connaît très bien. Comment ça se fait qu'il est quasiment impossible d'entrer dans une boutique Rolex et de s'acheter une montre, une Submariner, une Daytona? Les vitrines ont l'air pleines, mais en réalité rien n'est à vendre. C'est vraiment le point de départ de tout le système Rolex. Et c'est là que toute logique économique s'effondre. Normalement, un objet d'occasion, ça perd de la valeur, évidemment. Mais pour Rolex, c'est tout l'inverse. Une montre sort de la boutique et paf, sa valeur peut doubler à la minute. C'est cette anomalie, cette inversion du marché qui fait qu'on n'est plus face à un objet de luxe, mais à un pur instrument financier. Alors, pour bien comprendre ce paradoxe, on va suivre un plan assez simple. D'abord, on va voir pourquoi cette montre est un véritable coffre-fort, mais un coffre-fort inaccessible. Ensuite, on va analyser sa performance. Est-ce que c'est vraiment un meilleur investissement que l'or? Puis on va plonger dans les secrets de fabrication, l'excellence industrielle qui justifie tout ça. Et on terminera avec une question un peu provocatrice. Est-ce que Rolex est en train de devenir une sorte de nouvelle monnaie mondiale? Allez, on commence par le début, ce fameux mystère de la rareté. Comment une marque qui produit autant de montres peut en même temps être aussi exclusive? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'abondance. Et voilà, le premier chiffre qui déconcerte tout le monde. Rolex, ça produit environ 1 million de montres par an. On n'est pas du tout dans de l'artisanat de niche là. C'est une production industrielle massive. 1 million, alors comment on peut parler de pénurie mondiale? C'est ça la grande question. Eh bien la clé, ce n'est pas la production. C'est la distribution. Rolex maîtrise à la perfection l'art de l'évaporation. Ce million de montres, il est distribué au compte-gouttes, à un réseau de revendeurs triés sur le volet. Et c'est ça qui crée ces listes d'attente complètement folles de 3, 5, parfois même 10 ans. Cette frustration, elle est organisée. C'est le moteur du désir. Et comment ils peuvent se permettre de frustrer leurs clients comme ça? La réponse, elle est assez simple en fait. Elle tient en 3 mots. Fondation Hans Wilsdorf. C'est le point central. Rolex, ce n'est pas une entreprise cotée en bourse, comme LVMH ou Swatch Group. Non, elle appartient à une fondation privée à but non lucratif. Et ça change absolument tout. Il n'y a pas d'actionnaires à satisfaire, pas de pression pour les résultats trimestriels. Ils peuvent se permettre de refuser des milliards de ventes, juste pour préserver la valeur sur le très long terme. C'est bien plus que de l'indépendance, c'est une véritable anomalie dans le capitalisme moderne. Attends, mais tu réalises qu'une fondation caritative contrôle le marché mondial du luxe? Une entité qui n'a de compte à rendre à personne, dont les finances sont un secret total et qui peut prévoir des stratégies sur 50 ans? C'est ça le secret de leur pouvoir. Ils ne jouent tout simplement pas avec les mêmes règles que les autres. Et cette indépendance totale, elle leur a permis de construire non pas une marque, mais un véritable actif financier. Et c'est là qu'on quitte le monde de l'horlogerie pour entrer dans celui de la haute finance. On va voir maintenant pourquoi une Rolex est, pour beaucoup, plus précieuse que de l'or. Prenons l'exemple le plus connu, la Daytona en acier. Si, par miracle, on arrive à en avoir une au prix boutique, disons autour de 14 000 €, on peut la revendre 1 heure après pour le double sur le marché de l'occasion. C'est un gain en capital de 100% instantané. Quel autre produit de consommation peut offrir ça? Absolument aucun. Et ce n'est pas juste un coup de chance. Si on regarde la performance sur 5 ans, c'est encore plus hallucinant. Oui, la performance d'une Rolex Daytona surpasse non seulement l'or, qui est la valeur refuge par excellence, mais aussi le S&P 500, l'indice de référence de la bourse américaine. Ce n'est plus une histoire de collectionneur, c'est devenu une stratégie d'investissement rationnelle et hyper performante. Le génie de ce système, c'est le concept de valeur résiduelle. Comme le marché de l'occasion est extrêmement fort, ça crée un prix plancher. Autrement dit, le prix d'une Rolex ne peut pas vraiment baisser parce qu'il y aura toujours plus de demandes que d'offres. Chaque augmentation de prix en boutique est immédiatement absorbée et même dépassée par le marché gris. Ça protège la valeur de toutes les Rolex qui sont déjà en circulation. C'est un cercle vertueux. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont sorti leur coup de maître absolu. Le programme Certified Pre-Owned. C'est extraordinaire. En gros, le mécanisme est simple. 1. Ils vendent une montre une première fois. 2. Sa valeur explose sur le marché de l'occasion qu'ils ont eux-mêmes créé. Et 3. Maintenant, ils récupèrent cette même montre, la certifient et la revendent dans leur propre boutique en prenant au passage une deuxième commission. Ils ont réussi à monétiser tout l'écosystème. Ils ne contrôlent plus seulement le marché du neuf, mais aussi celui de l'occasion. La boucle est bouclée. Mais la vraie question, c'est est-ce que toute cette ingénierie financière ne repose que sur du vent, que sur de la spéculation? Ou est-ce qu'il y a une vraie substance, une justification tangible à cette valeur complètement dingue? C'est ce qu'on va voir en plongeant dans la manufacture du mythe. Et la réponse est oui, il y a une substance, et elle est industrielle. Rolex n'assemble pas des pièces, elle fabrique absolument tout. Ils ont leur propre fonderie d'or pour créer leurs propres alliages. Ils utilisent un acier exclusif, le 904L, bien plus résistant et brillant que les autres.
Leurs labos de recherche sont dignes de la NASA. Cette intégration verticale totale leur donne un contrôle absolu sur la qualité de A à Z. Et cette maîtrise totale, elle a une conséquence financière directe. Dans un monde où les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus fragiles, Rolex est une véritable forteresse. C'est exactement ça. Aucune crise logistique, aucune pénurie de composants ne peut vraiment affecter leur production ou leur qualité. Et cette robustesse industrielle, elle justifie dans l'esprit du client que la montre est un investissement sûr, un objet tangible, inaltérable, qui survivra à toutes les crises. Et toute cette perfection technique, elle est magnifiquement enrobée dans un marketing de génie. Ce slogan, ce n'est pas juste une pub, c'est la pierre angulaire de toute leur philosophie. C'est tellement vrai. Rolex ne vend pas un produit, ils vendent un bout d'éternité. La promesse d'une transmission. Et un objet qu'on est censé transmettre ne peut pas se dévaluer, c'est psychologiquement impossible. Ils ont transformé un simple achat en un acte de patrimoine familial. Ce qui nous amène à notre conclusion. Si on met tout ensemble, la rareté parfaitement contrôlée, la valeur financière ultra stable et cette promesse d'éternité, on n'obtient plus vraiment une montre. On obtient quelque chose de complètement différent. Regardons cette comparaison, c'est fascinant. D'un côté, une monnaie classique, l'euro, le dollar, l'émission est contrôlée par une banque centrale et la valeur repose sur la confiance et la politique. De l'autre côté, Rolex. L'émission est contrôlée par une fondation privée, sa valeur est basée sur une rareté bien réelle et une qualité perçue, et la montre est universellement reconnue et changeable partout dans le monde. La ressemblance est troublante quand même. On pourrait dire que Rolex agit un peu comme une banque centrale privée du luxe. Du coup, la question finale s'impose. Dans un monde de plus en plus instable, avec l'inflation, l'incertitude géopolitique, est-ce qu'un objet tangible, désiré par tous, dont la production est limitée et la valeur garantie, n'est pas en train de devenir une forme de monnaie mondiale? Une réserve de valeur peut-être plus fiable pour certains que certaines devises officielles. La question, en tout cas, est posée.